Mesdemoiselles, mesdames, je vous demande de ne pas regarder cette vidéo. Vous seriez bien gentilles. Exceptionnellement, on va rester entre mâles. Vous savez, comme quand vous faites vos soirées entre copines pour parler de trucs de filles. Et bien cette vidéo, c'est un peu notre soirée entre mâles. Merci de votre compréhension les filles. Je vous fais de gros poutous. Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Les mammifères sont des animaux vertébrés, vivipares, qui sont caractérisés essentiellement par la présence de mamelles. Quand on emploie ce terme comme un adjectif, il fait comprendre qu'on a affaire à quelque chose qui est pourvu de mamelles. Au même titre que la chatte ou le dauphin, ce qui est moins sexy quand même, l'homme est un grand mammifère. Il est inutile de rappeler la fascination que les garçons peuvent avoir pour les mamelles, c'est ancré dans leur gène, et nous pouvons tout de suite enchaîner de façon peu grivoise sur cette même fascination que peuvent avoir les dessinateurs de comics. 1986. Lecteur de super-héros Marvel et appréciant le galbe des hanches féminines et les formes généreuses des super-héroïnes, en bon adolescent boutonneux que j'étais, je m'étais extasié, comme tous ceux de mon espèce masculine, sur les courbes divines de la belle Tornade. Ou même sur celle de la belle Natasha dans le Marvel Fanfare consacré à la Veuve Noire. Que dire de l'effet que me produit la lecture du Strange Special Origins 154 bis avec la belle Shyna, ou l'allure gracieuse et féline de la chatte dans le Strange Special Origins 157 bis. Des inconscients chez les gars, moi je vous le dis, hein. Et puis forcément, aucun mal ne pourra me dire le contraire, sous peine d'être traité de faux cul, la page complète du Special Strange 32 avec la somptueuse Red Sonja a touché bien des tralala mes amis. Et là, contrairement à ce que vous croyez, je vais pas vous mettre le générique. Ah bon? Ben non. Et puis, le jeune lecteur innocent de super-héros que j'étais découvre chez son cousin Fripon, durant l'année 1986, une revue révolutionnaire sans super-héros appelée Air Comprimé. Le premier numéro paru en kiosque daté de décembre 1979. Les éditions Campus, basées à Bayonne, s'intéressaient à la science-fiction de genre. Et pendant 42 numéros, de décembre 1979 à octobre 1986, cette revue publia les récits absolument déroutants ou fascinants pour un jeune lecteur de super-héros. Explorant des horizons fantastiques, tout comme dans Metal Hurlant d'ailleurs, Air Comprimé s'inscrivait dans cette orientation éditoriale en publiant des récits de provenance américaine ou hispanique. Le lecteur de Strange que j'étais eut un sacré choc. Désarçonné par ces récits à la fois courts et tellement plus adultes, le règne des super-héros en prenait un coup. Air Comprimé publiait surtout des récits venant de Warren Publishing, maison d'édition qui faisait appel à des dessinateurs pour la plupart hispaniques, mais il y avait aussi de nombreux auteurs philippins travaillant aux États-Unis comme Alfredo Alcala ou Regine Embrez par exemple. Si les histoires me perturbaient un peu à l'époque, c'est quand même dans le Air Comprimé numéro 31 que ma vie de boutonneux se bouleversa en découvrant un personnage féminin incroyablement plus sexy que tout ce que j'avais vu jusqu'alors. La couverture, n'hésitez pas à y aller franco en montrant une jolie guerrière barbare avec les nichons à l'air. Et vive les gros nichons. Ma vision de l'Heroic Fantasy à la Donjons et Dragons ou Bilbo le Hobbit en prenait un sacré coup. D'ailleurs dans Hobbit, il y a Hob. Gita d'Alizar de Frank Thorne fut un choc encore plus violent que la découverte de Red Sonja. J'entrais dans l'âge adulte sans le savoir. Je découvrais une histoire de troll envahissant le royaume d'Alizar, où Gita, jolie courtisane, finissait par passer de la couche royale au statut de guerrière barbare, prenant en main, si je puis dire, la destinée d'Alizar, et cela complètement à poil de page en page. Oh, you touch my tralala. Nonobstant, je trouvais que la ressemblance avec Red Sonja était frappante. Mais à l'époque, je n'avais pas capté que Frank Thorne y était pour beaucoup dans cette ressemblance. D'ailleurs, je m'en battais les couilles pour être un petit peu trivial. Et pourtant, quand on parle de Frank Thorne, il faut se rappeler qu'il a connu la célébrité en 1975 lorsque Marvel lui demande de dessiner les histoires de Red Sonja dans le titre Marvel Feather. C'est immédiatement un succès auprès du public et Marvel décide de lancer un nouveau magazine, Red Sonja, dont Thorne dessinera les 11 premiers numéros. Nous ne saurions rappeler comment la guerrière a pu stimuler les neurones testiculaires des adolescents de cette époque, et quelque part c'est encore vrai aujourd'hui, chez les vieux geeks amateurs de la belle guerrière. Et ne dites pas le contraire, bande de fripons. En 1978, il quitte Marvel pour créer son propre personnage, Gita d'Alizar. Et là, il faut bien le dire, il s'agit de la bande dessinée la plus controversée de l'époque, partout où elle a été publiée. Certains étaient scandalisés et d'autres voulaient même sa suppression. Tu vois, genre les autodafés de 1933, bande de fascistes. Jugée érotique ou même pornographique, les passions se déchaînèrent autour de cette pauvre BD. A l'inverse, d'autres n'eurent que des mots élogieux à l'égard des qualités artistiques de Thorne qui n'était pas perçu comme un pervers faisant des BD pour vieux mâles liseurs de comics érotiques, mais comme un artiste extrêmement doué. Bon, il faut pas se le cacher, Gita a beau être une guerrière barbare comme Red Sonja, le caractère érotique de ses aventures est flagrant.
Thorne confie d'ailleurs que c'était bien le personnage de Red Sonja qui l'avait inspiré pour faire sa sulfureuse Gita d'Alizar, dont les aventures furent publiées par la maison d'édition Warren Publishing en 1978. La série est composée de 2 romans graphiques et porte généralement la mention réservée aux adultes en raison de la nudité et du contenu sexuel. Ah bah ouais, faut pas le donner aux petits bambins quand même, hein. Au niveau du contenu, Thorne nous raconte un étrange récit où l'héroïne évolue dans un monde magique et où il y a plein de combats, où les morts se mêlent aux vivants, bref, un beau bordel. Cela ressemble à un conte d'antan, plein de prouesses teintées de comique et de piquant. Symptomatique de cette époque, la BD montre un certain état d'esprit des années 80 débutantes. En effet, à cette époque, aux États-Unis, le genre fantasy était déjà un peu saturé, et cette fantasy érotique, lorgnant vers Red Sonja, est au final pas si stupide que ça. Thorne fait vivre à Gita ce qu'il ne pouvait pas montrer dans Red Sonja sous peine d'être censuré dans un comics pour ados. On pourrait dire que le côté érotique n'est pas tout à fait accessoire. Non. En fait, il ne l'est pas, puisqu'au contraire, il est même le principal aspect de la série. Ah bah, si vous voulez lire de l'épique, là vous repasserez. Hein. Le scénario peut se résumer à Red Sonja chez Marc Dorcel, parce que les moindres cases de la BD est un prétexte pour montrer Gita nue sous toutes les coutures. Enfin, si je puis dire. C'est diablement cocasse ce que je viens de dire. Hein. Pour dessiner son héroïne, Thorne, le coquinou pervers, a fait poser de nombreuses jeunes actrices de Broadway, comme Linda Beveridge, et bien d'autres beautés américaines de l'époque, qui, le temps de quelques photos, sont devenues Gita dans les studios du Maître Frank. Ici, on voit le mannequin Lena Morrow, et on ne peut que remarquer le regard du pervers pépère que Thorne affiche sur cette photo. Il est chelou quand même à se frotter ainsi. En y réfléchissant bien, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une seule fois Gita habillée dans l'air comprimé. Jugé bidon scénaristiquement, non. Beaucoup ont accusé Thorne de faire de l'érotisme vulgaire. De la pornographie. Genre le vieux pervers pépère qui se fait plaisir à dessiner une guerrière nue. Ouais, enfin dans Game of Thrones, Daenerys elle passe son temps à poil et là personne n'a rien dit. Hein. Non mais là n'est pas la question. Ah bah si quand même. Là n'est pas la question. À la même époque, on avait l'artiste Luis Royo, qui peignait lui aussi des scènes érotico-fantastiques sans jamais faire offense aux femmes et sans sombrer dans la pornographie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son travail remarquable, dont j'ai quelques bouquins ici dans ma bibliothèque, en espérant que ma femme ne tombe pas sur cette vidéo. Pourtant, Frank Thorne n'a pas toujours eu la passion pour ses guerrières dénudées, puisqu'il a commencé dans le dessin en réalisant des héros masculins comme Flash Gordon ou Jungle Jim. Mais c'est vrai qu'après Red Sonja, Thorne s'est voué aux héroïnes, faisant découvrir au lecteur tout le charme et la puissance évocatrice de la femme comme personnage de première grandeur dans la bande dessinée. Il créa d'autres personnages féminins, dont la populaire Moonshine, McJugs, ou la cyber-héroïne Lan en 1985. Pour en revenir à la belle Gita, personnellement, en tant qu'adolescent boutonneux, la belle guerrière dévêtue m'avait fait grand effet à l'époque. Ah! Et la guerrière d'Alizar me poussa à réaliser mes propres bandes dessinées avec une guerrière légèrement vêtue. Ainsi, en 1992, je me lançais dans une saga de 4 épisodes, où la belle Gita revivait des aventures pas du tout érotiques, mais où son équipement était quand même assez léger quand on y regarde de près. Et cette même Gita a inspiré un autre personnage féminin, cette fois-ci totalement habillé, du nom de Malice, dont j'ai dessiné 4 aventures entre octobre 2015 et avril 2016. Bref, vous voyez, le travail de Thorne m'a quelque peu influencé. Pour conclure, Gita restera le personnage le plus accrocheur dans l'univers de la BD américaine de cette époque, et son succès fut comparable à celui de Barbarella de J.C. Forrest. Très controversé, et avec le recul, on pourrait dire que Gita d'Alizar ressemble à de la fantaisie érotique bidon, même s'il est indéniable que Thorne avait un sacré coup de crayon, et n'en restait pas moins un artiste doué au sens artistique parfait. Beaucoup lui reprochent de ne pas avoir utilisé ses talents indiscutables à des histoires plus nobles. Loin de moi l'idée d'émettre un avis là-dessus, je vous laisse maître d'en discuter dans les commentaires, mais personnellement, mes petits coquinous, c'est l'ado des années 80, découvrant les premiers émois du bas-ventre, qui vous parle dans cette vidéo, et je ne peux pas dire du mal d'une BD qui me fit pleinement sentir que j'étais un garçon amoureux des mammifères. Vous voyez ce que je veux dire? Une histoire pour garçons, remplie de ma mère, maman et cheveux longs, des guerrières sensuelles, jolies croupes et tétons.